Dans la vieille maison de mes grands-parents, 1 an après leur décès, j'ai engagé une société pour la rénover. Mais sur la route, l'entrepreneur m'a appelé. « Madame, venez tout de suite voir ce qu'on vient de découvrir. Ne venez pas seule, amenez vos parents et votre sœur. » En arrivant, mon cœur a failli s'arrêter. Je m'appelle Morgane. Ce que je m'apprêtais à vivre ce jour-là allait détruire l'image parfaite de ma famille, mais sauver la vie de ma sœur. Avant de vous raconter ce qui se cachait derrière ces murs et comment cette découverte a fait exploser ma famille, dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir jusqu'où mes histoires voyagent. Le paysage défilait par la vitre de ma voiture, une succession de gris et de verts sombres typiques de la région d'Auvergne en fin d'automne. Je roulais depuis Lyon, laissant derrière moi l'agitation de la ville et mon poste de directrice marketing pour plonger au cœur du massif du Sancy. Le Mont d'Or, avec ses sommets volcaniques usés par le temps et ses forêts de sapins denses, avait toujours eu sur moi un effet double, un apaisement profond mêlé à une mélancolie inexplicable. C'était la terre de mes ancêtres, le refuge de mon enfance, mais aujourd'hui, la brume qui s'accrochait aux cimes semblait porter un avertissement. Cela faisait 1 an exactement que grand-mère Pierrette nous avait quittés, rejoignant grand-père parti 6 mois plus tôt. Leur départ avait laissé un vide immense, non seulement dans nos cœurs, mais aussi physiquement, sous la forme de ce vieux chalet familial en bois et en pierre, perché sur les hauteurs de la vallée. Pierrette n'était pas une grand-mère comme les autres. Elle avait été l'une des premières femmes de la région à s'imposer comme conseillère en gestion de patrimoine indépendante. C'était une femme de tête, une femme d'acier, qui gérait les fortunes des autres avec une rigueur militaire. Pourtant, lors de ces derniers mois, quelque chose en elle s'était brisé. Je me souvenais de son regard fuyant lors de ma dernière visite à l'hôpital, de sa main tremblante serrant la mienne, et surtout, de cette façon déchirante qu'elle avait de regarder ma petite sœur, Gwenaëlle. Une tristesse infinie, presque coupable, que je n'avais jamais su déchiffrer. Jusqu'à aujourd'hui. Le chalet, resté vide pendant 12 mois, commençait à souffrir des hivers rudes. Avec l'accord tacite de mes parents, j'avais pris l'initiative de lancer des travaux de rénovation. L'objectif était pragmatique, moderniser pour vendre et avec l'argent de la vente, aider Gwenaëlle à sortir de la spirale de dette dans laquelle elle se noyait depuis des années. Mon téléphone, connecté au Bluetooth de la voiture, sonna brusquement, déchirant le silence de l'habitacle. Le nom Yannick, maître d'œuvre, s'afficha sur l'écran de bord. « Bonjour Yannick, je suis à environ 30 minutes, répondis-je, tentant d'adopter mon ton professionnel habituel. Il y eut un silence, troublé seulement par le grésillement du réseau en montagne et le sifflement du vent à l'autre bout du fil. « Morgane. Madame. Je suis désolé de vous déranger sur la route. » Sa voix n'était pas normale. Yannick était un homme du pays, un artisan solide de 40 ans, pas du genre à s'émouvoir pour un retard de livraison ou une poutre pourrie. Là, sa voix tremblait. Une vibration sourde, chargée d'une urgence qui fit se hérisser les poils sur mes bras. « Qu'est-ce qu'il se passe, Yannick? Un problème avec la toiture? » demandai-je, sentant mon estomac se nouer. « Non. Ce n'est pas la toiture. Écoutez-moi bien. Nous avons abattu la fausse cloison dans le grenier, celle derrière l'ancien conduit de cheminée. » Il marqua une pause, comme s'il cherchait ses mots, ou comme s'il avait peur de ce qu'il allait dire. « Morgane, vous devez venir tout de suite. Mais ne venez pas seule. »« Pardon? Comment ça, ne pas venir seule? Appelez vos parents. Et surtout, appelez votre sœur Gwenaëlle. Dites-leur de venir. Il faut qu'ils voient ça. Ce qu'on a trouvé, il y a le nom de votre sœur dessus. C'est très sérieux. » La ligne coupa un instant avant de revenir. « Je ne touche à rien tant que vous n'êtes pas tous là. Faites vite. » Il raccrocha avant que je puisse poser la moindre question. Le silence retomba dans la voiture, mais il était désormais lourd, oppressant. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Pourquoi Gwenaëlle? Pourquoi convoquer mes parents pour un problème de chantier? Yannick n'était pas un homme de drame. S'il me disait de venir avec eux, c'est que la situation était grave. Je composai immédiatement le numéro de mon père, Hervé. Il décrocha à la 3e sonnerie, avec cette voix traînante et légèrement agacée qu'il avait depuis qu'il était en pré-retraite. « Morgane? Je suis en plein milieu d'une partie de golf à la télévision, qu'est-ce qu'il y a? Papa, prends maman et monte au chalet. Maintenant. » Quoi?
Tu plaisantes? C'est à 1 heure de route et il commence à faire froid. Les ouvriers n'ont qu'à gérer leurs problèmes tout seuls, je les paie assez cher pour ça. Papa, c'est Yannick. Ils ont trouvé quelque chose dans les murs. Il dit que c'est urgent et que ça concerne Gwenaël. Il faut qu'on soit tous là. J'entendis le soupir exaspéré de ma mère, Nadine, en arrière-plan, demandant ce qui se passait. Mon père grogna. Gwenaël? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle a dû laisser traîner des vieilleries là-haut quand elle était gamine. Bon sang, cette fille ne nous apportera que des ennuis jusqu'au bout. D'accord, on arrive. Mais si c'est pour une bêtise, tu vas m'entendre. Je raccrochai, les mains crispées sur le volant. Sa réaction était typique. Pour Hervé, tout ce qui concernait Gwenaël était forcément une nuisance, une erreur, un échec. Ensuite, j'appelai ma sœur. Elle répondit tout de suite. Allô, Morgane? Sa voix était petite, éteinte. Gwen, rejoins-nous au chalet. C'est important. Je n'ai pas beaucoup d'essence, Morgane. Je ne sais pas si je peux monter jusqu'au col. Cette phrase me brisa le cœur. Ma sœur, à 29 ans, travaillait comme une forcenée en tant qu'assistante vétérinaire, et elle n'avait même pas de quoi mettre 20 € d'essence. Je te paierai le plein, promis. Viens juste. C'est Yannick qui demande. Je sentais l'angoisse monter. La brume s'épaississait autour de la voiture, transformant la route en un tunnel gris. Je ne savais pas encore ce qui nous attendait là-haut, mais mon instinct me hurlait que plus rien ne serait jamais comme avant. Je pressais l'accélérateur, dévorant les kilomètres d'asphalte humide, vers ce destin qui venait de frapper à notre porte. Lorsque je garai ma voiture sur le chemin de gravier devant le vieux chalet, mes parents étaient déjà là. La grosse berline allemande de mon père, rutilante et imposante, jurait avec la façade en bois patiné par les intempéries et le modeste véhicule utilitaire de Yannick. Quelques minutes plus tard, la petite citadine de Gwenaël arriva en tout sautant, un bruit de moteur fatigué qui résonna tristement dans le silence de la montagne. Je sortis pour les accueillir. Le vent froid nous fouettait le visage. Ma mère, Nadine, s'empressa de resserrer son manteau de fourrure synthétique, l'air contrarié. C'est glacial ici, se plaignit-elle. J'espère que ça va être rapide. Hervé, mon père, ne prit même pas la peine de me saluer. Il regardait sa montre ostensiblement. Bon, où est-il? Qu'on en finisse. Gwenaël, tu as l'air terrible, tu ne dors pas? Lança-t-il à ma sœur qui sortait à peine de sa voiture. Gwenaël baissa la tête, un réflexe conditionné par des années de critique. Elle portait un jean délavé et une parka qui avait vu de meilleurs jours. Ses yeux cernés trahissaient une fatigue profonde, celle de quelqu'un qui se bat contre la vie sans jamais gagner. « Bonjour papa, bonjour maman », murmura-t-elle. Yannick sortit de la maison, le visage grave, couvert de poussière de plâtre. Il ne sourit pas, merci d'être venu si vite. Suivez-moi, s'il vous plaît. Attention où vous mettez les pieds. Nous entrâmes. L'odeur familière de bois ancien, de cire d'abeille et de feu de cheminée avait disparu, remplacée par l'odeur âcre de la poussière de chantier et du plâtre frais. Le rez-de-chaussée était un champ de bataille, des bâches en plastique recouvrant les quelques meubles restants. Nous montâmes l'escalier qui grinçait sous nos pas, direction le grenier. C'était une vaste pièce sous les combles, autrefois notre terrain de jeu. Yannick nous mena vers le fond de la pièce, près de l'endroit où se dressait l'ancienne cheminée en pierre. Une partie du mur en lambris avait été arrachée, révélant la structure brute de la charpente et l'isolation. Mais ce qui attira tous nos regards, ce fut la cavité sombre qui avait été dissimulée derrière une fausse cloison. Au centre de cette niche, posé comme un objet extraterrestre dans ce décor rustique, trônait un coffre-fort noir. Il n'était pas vieux. C'était un modèle numérique récent, compact mais visiblement très robuste, en acier renforcé. On a trouvé ça en démolissant le coffrage, expliqua Yannick. Il était scellé au sol. Mais regardez ça. Il pointa le doigt vers le dessus du coffre. Nous nous approchâmes. Sur le métal froid, une gravure au laser, nette et précise, se détachait. Pour Gwenaël, quand je ne serai plus à l'accent grave. Le silence qui suivit fut assourdissant. Gwenaël porta la main à sa bouche, ses yeux s'écarquillant de stupeur. Mon père brisa le silence avec un rire sec, sans joie. « C'est quoi cette blague ?»
Maman devait être complètement sénile à la fin. Un coffre pour Gwenaël? Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu lui laisser? Ses vieilles recettes de cuisine? Ou peut-être ses collections de boutons? Le mépris dans sa voix était si palpable qu'il en était physique. Il se tourna vers ma mère, cherchant son approbation. C'est ridicule, Nadine, tu ne trouves pas? Gwenaël n'a jamais su gérer 10 € sans les perdre. Pourquoi ma mère lui laisserait un coffre? Ma mère hocha la tête, comme toujours. C'est vrai que c'est étrange. Peut-être des bijoux fantaisie? Je sentis une colère sourde monter en moi. C'est un coffre de sécurité ignifugé, papa, intervins-je froidement. On ne met pas des boutons là-dedans. Et c'est son nom qui est dessus, pas le tien. Hervé me foudroya du regard. Je suis le fils unique, Morgane. Tout ce qui est dans cette maison m'appartient légalement. Yannick, ouvrez ce truc. Je ne peux pas, répondit l'entrepreneur. C'est un code numérique. Et je n'ai pas l'intention de forcer la serrure sans l'accord de la personne concernée. C'est écrit pour Gwenaël. Tous les regards se tournèrent vers ma sœur. Elle tremblait. Je ne connais pas le code, balbutia-t-elle. Grand-mère ne m'a jamais parlé de ça. Évidemment qu'elle ne t'en a pas parlé, railla mon père. Pousse-toi. Je vais essayer. Il s'avança et tapa sa propre date de naissance sur le clavier numérique. Le coffre émit un bip strident et une lumière rouge clignota. Putain de machine. Jura-t-il. Et c'est la date de naissance de grand-mère, suggérai-je. Il essaya. Bip. Rouge. Erreur. Plus qu'un essai avant que ça ne se bloque pour de bon, avertit Yannick. Mon père recula, furieux. C'est n'importe quoi. On va prendre une disqueuse et l'ouvrir. Non. Criai-je. Attendez. Je fermai les yeux, essayant de me connecter à l'esprit de Pierrette. Elle était méthodique. Elle aimait les symboles. Qu'est-ce qui comptait le plus pour elle? Pas sa naissance, pas la nôtre. C'était grand-père. Leur amour était le pilier de sa vie. Le jour où tout a commencé pour eux. 12 juin 1960, murmurai-je. Leur mariage. Je m'avançai, mes doigts frôlant le clavier froid. Je sentais le regard pesant de mon père dans mon dos, la respiration saccadée de Gwenaël. Je tapais, -0-6-6-0. Un moment de suspension. Puis, un déclic mécanique, lourd et satisfaisant, résonna dans le grenier poussiéreux. La petite lumière passa au vert. J'inspirai profondément et tirai la poignée. La porte du coffre s'ouvrit doucement. À l'intérieur, pas de lingots d'or, pas de liasses de billets. Juste une enveloppe épaisse en papier craft, scellée à la cire rouge, et un disque dur externe noir. Mon père s'élança immédiatement. Fais voir ça. Mais j'avais anticipé. J'attrapai l'enveloppe et le disque dur avant lui, les serrant contre ma poitrine. C'est adressé à Gwenaël, papa. C'est écrit dessus. La tension dans la pièce monta d'un cran. Ce n'était plus une rénovation. C'était le début d'une guerre. Donne-moi ça tout de suite, Morgane. Hurla mon père, le visage pourpre. Je suis l'exécuteur testamentaire. Je reculai d'un pas, me mettant instinctivement entre lui et Gwenaël. Ma sœur était pétrifiée, les yeux rivés sur l'enveloppe comme si c'était une bombe à retardement. Si c'était pour l'exécuteur testamentaire, ce serait dans les papiers du notaire, Hervé, répliquai-je calmement, bien que mes jambes tremblent. C'est une lettre personnelle. Je profitai de sa stupeur momentanée, personne ne lui tenait jamais tête, surtout pas ses filles, pour déchirer le seau de cire. J'en sortis plusieurs feuillets couverts de l'écriture fine et anguleuse de ma grand-mère. Les dernières lignes étaient plus tremblantes, comme écrites dans l'urgence ou la douleur. Je commençai à lire pour moi-même, mes yeux parcourant les lignes à toute vitesse. Dès le premier paragraphe, le monde autour de moi sembla s'effondrer. Mes chères petites filles, si vous lisez ceci, c'est que j'ai échoué. J'ai échoué à vous protéger de la vérité, et surtout, j'ai échoué à protéger Gwenaël du monstre que j'ai moi-même mis au monde. Mon souffle se coupa. Je levai les yeux vers mon père. Il avait repris sa posture arrogante, les mains sur les hanches, attendant que je lui tende le butin.
Il ne ressemblait pas à un monstre. Il ressemblait juste à un homme vieillissant, égoïste et imbu de lui-même. Mais la lettre continuait. Gwenaëlle, ma chérie, tu as passé ces 10 dernières années à penser que tu étais incapable, malchanceuse et vouée à l'échec financier. Tu t'es reproché chaque refus de prêt, chaque dette inexpliquée. Mais ce n'était pas toi. C'était ton père. Je sentis la bile monter dans ma gorge. Je continuai ma lecture, chaque mot frappant comme un coup de poignard. J'ai découvert il y a 3 mois, en vérifiant les comptes d'une de mes anciennes clientes, Madame Delorme, des mouvements suspects. En remontant la piste, j'ai trouvé l'impensable. Hervé a utilisé ton identité. Il a ouvert des comptes à ton nom, contracté des crédits, et utilisé ces comptes pour détourner l'argent de personnes âgées vulnérables dont il gérait les placements officieux. Il a ruiné ton dossier de crédit délibérément pour que tu ne puisses jamais être indépendante, pour que tu restes sous son contrôle, tout en se servant de toi comme bouclier humain pour ses crimes. La lettre détaillait tout. L'usurpation d'identité. L'abus de faiblesse. Le blanchiment. Ma grand-mère avait tout découvert, mais son accident vasculaire cérébral l'avait frappée avant qu'elle ne puisse aller à la gendarmerie. Elle avait passé ses derniers jours à rassembler les preuves, cachant tout dans ce coffre, terrifiée à l'idée qu'Hervé ne trouve le dossier avant nous. Le disque dur contient tout. Les relevés, les enregistrements. Pardonnez-moi d'avoir été trop faible. Faites ce qui est juste. Ne le laissez pas gagner. Alors? Qu'est-ce qu'elle raconte? Quel legs ses napperons à l'église? S'impatienta Hervé, avançant la main pour saisir les feuilles. Arrêtez-vous un instant. Mettez-vous à ma place. Vous venez de découvrir que votre père, l'homme qui est censé vous protéger, a détruit la vie de votre sœur pour s'enrichir. Que feriez-vous? Lui jeteriez-vous la lettre au visage tout de suite? Ou garderiez-vous le silence pour préparer votre vengeance? Dites-le-moi en commentaire maintenant, je veux savoir comment vous auriez réagi. Je pris une décision en une fraction de seconde. Si je lui montrais la lettre maintenant, il détruirait tout. Il trouverait un moyen de nous manipuler, de nous menacer, ou pire, de faire disparaître le disque dur. Il était plus fort physiquement, et nous étions isolés dans la montagne. Je repliai la lettre rapidement et la glissai dans ma poche intérieure, contre mon cœur qui battait à tout rompre. Ce sont juste des souvenirs, mentis-je. Elle parle de ses regrets de ne pas avoir passé assez de temps avec nous. Et elle demande à Gwenaëlle de garder le disque dur, il y a des photos de famille numérisées dessus. Hervé me dévisagea, suspicieux. Ses yeux, d'un bleu acier froid, scannèrent mon visage à la recherche d'une faille. Des photos? Tout ce cinéma pour des photos? Il se tourna vers Gwenaëlle et cracha, avec un mépris qui me donna envie de hurler. Tu vois? Même morte, elle te traite comme une gamine. Tiens Gwenaëlle, regarde des images. Elle savait que tu n'étais bonne qu'à ça. Pas d'argent, hein? Pas de compte caché en Suisse? Gwenaëlle, qui n'avait aucune idée du contenu de la lettre, encaissa l'insulte en silence, les larmes aux yeux. Non, papa, rien, murmura-t-elle. Quelle perte de temps, grogna-t-il en se dirigeant vers la sortie. Allez Nadine, on rentre. J'ai raté mon golf pour ces conneries. Et toi, Morgane, tu me feras parvenir une copie de ces fichiers photos. Je veux vérifier qu'il n'y a pas de documents sur la maison. Ma mère nous jeta un regard désolé, mais suivit son maître comme un chien fidèle. Au revoir les filles, ne rentrez pas trop tard, dit-elle faiblement. Ils descendirent l'escalier, leurs pas lourds résonnant dans la maison vide. Je restai là, figé, la main crispée sur le disque dur. Gwenaëlle s'assit sur le sol poussiéreux, la tête dans les mains, sanglotant doucement. Elle pleurait parce qu'elle pensait que sa grand-mère ne lui avait laissé que des souvenirs. Elle ne savait pas encore que ce coffre contenait la clé de sa liberté, et l'arme qui allait abattre notre père. Je m'accroupis près d'elle et posai une main sur son épaule. Lève-toi, Gwen. On ne rentre pas ce soir. On va à l'hôtel. J'ai quelque chose à te montrer. Nous avions pris une chambre double dans un petit hôtel modeste du centre du Mont d'Or. Gwenaëlle dormait, ou du moins elle essayait, épuisée par l'émotion et le voyage. La respiration régulière de ma sœur était le seul son dans la pièce, accompagné par le bourdonnement de mon ordinateur portable. Il était 2 heures du matin.
Dehors, la ville thermale était plongée dans le noir et le silence de l'hiver approchant. Je branchai le disque dur externe. Mes mains étaient moites. Une petite fenêtre s'ouvrit sur l'écran. Dossier Gwenaël. Je cliquai. Ce que je vis me glaça le sang. Ce n'était pas seulement des soupçons. C'était une comptabilité parallèle, méticuleuse, effrayante de précision. Grand-mère Pierrette avait fait un travail de fourmi. Il y avait des dossiers classés par année. J'ouvris le plus récent. Des scans de relevés bancaires apparurent. La banque ? Une banque en ligne dont je n'avais jamais entendu parler. Le titulaire du compte ? Gwenaël Dubois. L'adresse ? Une boîte postale à Lyon. Je parcourus les lignes. Crédit, 15 000 €, virement Madame Delorme. Débit, 4 000 €, hôtel de luxe Maurice. Débit, 2 500 €, concessionnaire BMW, location. Débit, 800 €, cave à vin grand cru. C'était l'argent des clients de mon père. Des retraités, des gens qui lui faisaient confiance pour placer leurs économies de toute une vie. Il transférait l'argent sur ce compte au nom de Gwenaël, le dépensait pour son train de vie luxueux, et laissait les dettes s'accumuler. Je trouvai un dossier nommé Preuve DE Crédit. À l'intérieur, des copies de demandes de prêts à la consommation. Prêts travaux, prêts vacances, crédit renouvelable. Tous signés d'une imitation parfaite de la signature de Gwenaël. C'était pour ça qu'elle n'arrivait jamais à obtenir un prêt pour elle-même. Son taux d'endettement était artificiellement saturé. Elle était fichée à la Banque de France sans le savoir, ou du moins, chaque fois qu'elle recevait un refus, on lui parlait de scores insuffisants et elle pensait que c'était parce qu'elle gagnait mal sa vie. Mais le pire restait à venir. Un dossier audio. Titre, Discussion Hervé 14 octobre. Je mis mes écouteurs pour ne pas réveiller ma sœur. J'appuyai sur lecture. Le son était feutré, comme enregistré depuis une poche ou un sac à main. C'était la voix de ma grand-mère, faible, haletante. Hervé, j'ai vu les relevés de la petite. Pourquoi tu fais ça ? La voix de mon père résonna, forte, assurée, teintée d'agacement. Maman, arrête de fouiner. Ce sont des montages financiers complexes, tu ne comprends plus rien. C'est du vol, Hervé. Et tu utilises le nom de ta propre fille. Si la police s'en mêle, c'est elle qui ira en prison. Il y eut un rire. Ce rire que j'avais entendu tant de fois lors des repas de famille, quand il se moquait de quelqu'un. Gwenaël ? En prison ? Ne sois pas ridicule. Elle est tellement bête qu'elle ne saurait même pas se défendre. C'est le plan parfait, maman. Elle est ma couverture. Qui soupçonnerait le père quand la fille a toutes les signatures ? Elle est née pour être inutile, au moins là, elle sert à quelque chose. Elle finance ma retraite. Tu es un monstre, je suis un survivant. Et toi, tu vas te taire. Personne ne croira une vieille femme qui perd la tête face à un banquier respecté. L'enregistrement se coupa. J'arrachai les écouteurs, la nausée au bord des lèvres. Je courus vers la salle de bain et vomis. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était du mépris pur. Il haïssait Gwenaël. Il la méprisait tellement qu'il l'avait transformée en bouc émissaire sans le moindre remords. Il la regardait souffrir financièrement depuis 10 ans, la voyait compter chaque centime pour acheter des croquettes à son chat ou réparer sa voiture, et il riait. Il buvait des grands crus payés avec l'argent qui aurait dû être l'avenir de ma sœur. Je me rinçai le visage à l'eau glacée. Dans le miroir, je vis mes yeux rougis, mais aussi une lueur nouvelle. Une lueur dure, froide. La Morgane qui cherchait l'approbation de son père venait de mourir dans cette salle de bain d'hôtel. Celle qui en sortit était une vengeresse. Je retournai dans la chambre. Je regardai Gwenaël dormir. Elle avait l'air si jeune, si fragile. J'avais passé ma vie à la juger un peu, moi aussi. Je pensais qu'elle manquait d'ambition, qu'elle était bordélique. J'avais eu tort. Elle n'était pas bordélique, elle nageait à contre-courant avec des boulets aux pieds attachés par son propre père. Je m'assis au bord du lit et caressai doucement ses cheveux. « Je te demande pardon, Gwen, chuchotai-je. Je ne savais pas. Mais je te jure sur la tombe de grand-mère qu'il va payer. Il va tout payer. Jusqu'au dernier centime.
Je passais le reste de la nuit à copier les fichiers, à les envoyer sur un cloud sécurisé et à préparer mon dossier. Je cherchais les articles du code pénal, abus de faiblesse, escroquerie, usurpation d'identité, faux et usage de faux. Les peines encourues étaient lourdes. Mais pour que cela fonctionne, pour qu'il ne puisse pas dire que c'était une erreur ou un piratage, il fallait qu'il avoue. Il fallait qu'il le dise de sa propre bouche, devant témoins. Le soleil se levait sur les volcans d'Auvergne. La journée allait être longue. Il fallait que je brise le cœur de ma sœur pour pouvoir le reconstruire. Le lendemain matin, j'emmenai Gwenaëlle dans un petit café isolé, loin des oreilles indiscrètes. Elle semblait un peu plus reposée, mais l'inquiétude ne l'avait pas quittée. Elle remuait son café crème machinalement. « Tu m'as fait peur hier soir, Morgane, dit-elle doucement. Pourquoi on n'a pas donné les papiers à papa ? Il était furieux. Tu sais comment il est quand on le contrarie. Je pris une profonde inspiration. C'était le moment. Gwen, ce n'était pas des photos. Et papa. Papa n'est pas en colère parce qu'on l'a contrarié. Il a peur. Je sortis l'ordinateur et posai la lettre de grand-mère sur la table, entre nous. Lisa. Elle hésita, puis prit la lettre. Je la vis lire les premiers mots. Son froncement de sourcils s'accentua. Puis ses lèvres commencèrent à trembler. Sa peau, déjà pâle, devint translucide. Non, souffla-t-elle. C'est impossible. Continue, Gwen. Elle lut le passage sur les comptes bancaires. Sur l'usurpation d'identité. Les larmes commencèrent à couler, silencieuses et rapides, tombant sur le papier craft. Mais, pourquoi ? Pourquoi il ferait ça ? Je suis sa fille. Elle posa la lettre comme si elle la brûlait. C'est faux, Morgane. Grand-mère devait être confuse. Papa m'a aidé l'année dernière quand j'ai eu mon découvert, il m'a donné 200 €. Il t'a donné 200 € de l'argent qu'il t'a volé, Gwen. Il a pris des centaines de milliers d'euros en ton nom. Je tournai l'écran de l'ordinateur vers elle. Je lui montrai les signatures. Regarde ça. C'est ta signature ? Elle plissa les yeux. Ça y ressemble, mais la boucle du G, c'est celle de papa. C'est comme ça qu'il écrit mon nom sur les cartes d'anniversaire. La réalisation la frappa de plein fouet. Elle s'effondra sur la table, cachant son visage dans ses bras. Ses épaules étaient secouées de sanglots violents qui attirèrent les regards des quelques clients matinaux. Je la laissai pleurer. Il fallait que ça sorte. Toute cette culpabilité accumulée, toute cette honte de ne pas y arriver, tout s'écroulait. Elle n'était pas incompétente. Elle était sabotée. Après de longues minutes, elle releva la tête. Ses yeux étaient rouges, mais il y avait autre chose. Une étincelle que je n'avais jamais vue chez ma douce petite sœur. De la rage. Toutes ces fois, dit-elle d'une voix rauque. Toutes ces fois où il m'a traité de ratée devant la famille. Toutes ces fois où il a dit que je finirais sous les ponts. Il savait. Il savait que c'était lui qui me poussait vers le fond. Oui. Il savait. Il s'en servait pour se sentir puissant. Je veux qu'il aille en prison, Morgane. Sa voix était ferme maintenant. Je ne veux plus jamais le voir. Je veux qu'il paie. Je lui pris la main. On va le faire. Mais on ne peut pas juste aller à la police avec le disque dur. Il est malin, il dira que c'est un piratage, ou que c'est grand-mère qui a tout inventé par jalousie. Il a de l'argent, il a des avocats. Nous avons besoin de quelque chose d'irréfutable. Quoi ? Nous avons besoin d'un témoin. Une victime. La lettre parle d'une Madame Delorme. Elle est toujours en vie, à l'EHPAD Les Cèdres Bleus, juste à la sortie de la ville. Si elle peut confirmer qu'elle a donné l'argent à papa, et qu'on prouve que l'argent a atterri sur le compte à ton nom, la boucle est bouclée. Nous payâmes nos cafés et nous dirigeâmes vers la voiture. Gwenaëlle marchait différemment. Elle ne traînait plus les pieds. Elle avait un but. Nous arrivâmes à l'EHPAD en fin de matinée. C'était un bâtiment moderne mais froid, où l'odeur de désinfectant et de soupe régnait en maître. Nous demandâmes à voir Madame Delorme. L'infirmière nous regarda avec suspicion mais nous conduisit à la chambre 204. Madame Delorme était une petite dame toute menue,
assise dans un fauteuil roulant face à la fenêtre, tricotant avec des mains déformées par l'arthrite. Madame Delorme ? Bonjour, je suis la petite fille de Pierrette, l'amie qui s'occupait de vos comptes. La vieille dame se tourna. Ses yeux s'illuminèrent à la mention de ma grand-mère. Pierrette. Oh, quelle femme formidable. Elle me manque tant. Vous lui ressemblez. Je m'assis près d'elle. Madame, nous devons vous poser des questions difficiles. Concernant votre argent. Et un certain Hervé, mon père. À l'évocation du prénom Hervé, le visage de la vieille dame s'assombrit instantanément. Ses mains se mirent à trembler, faisant tomber ses aiguilles à tricoter. Ce monsieur, murmura-t-elle. Le fils de Pierrette. Il m'avait promis. Qu'est-ce qu'il vous avait promis ? Demanda doucement Gwenaël. Il a dit qu'il placerait mes économies. L'argent de la vente de ma maison. Pour que je puisse payer cette maison de retraite et laisser quelque chose à mes petits-neveux. J'ai signé les papiers. Et puis, plus rien. Il a dit que la bourse s'était effondrée. Tout a disparu. Je suis ici grâce à l'aide sociale maintenant. Je n'ai plus un sou pour m'acheter des chocolats ou de la laine. Elle se mit à pleurer doucement. Il m'a dit que c'était ma faute, que j'avais été trop gourmande. Gwenaël s'agenouilla devant elle, les larmes aux yeux. Madame, avez-vous déjà rencontré une femme nommée Gwenaël ? Avez-vous signé des papiers avec elle ? La dame la regarda, confuse. Gwenaël ? Non, jamais. Je ne traitais qu'avec monsieur Hervé. Il venait toujours seul, avec ses beaux costumes et son sourire. C'était la confirmation finale. Hervé avait abusé de cette femme sans défense et utilisé le nom de sa fille fantôme pour encaisser le chèque. En sortant de l'EHPAD, la colère de Gwenaël était devenue froide et coupante comme l'acier. Il a volé cette dame. Il a volé sa dignité. On va tout récupérer, promis-je. Je sortis mon téléphone et appelai le capitaine Gosselin de la gendarmerie locale. C'était une connaissance de lycée de Yannick, l'entrepreneur, qui nous l'avait recommandé. Il fallait préparer le piège. Le dîner de famille allait avoir lieu, et ce serait le dernier repas du roi Hervé. Le rendez-vous avec le capitaine Gosselin fut discret, dans un bureau sans fenêtre de la gendarmerie du Mont d'Or. J'avais apporté le disque dur et la lettre. Gosselin, un homme bourru à la moustache grise, écouta les enregistrements en silence, les sourcils froncés. C'est du solide, dit-il en se penchant en arrière sur sa chaise. L'abus de faiblesse, l'escroquerie, l'usurpation d'identité. Avec le témoignage de Madame Delorme et ses fichiers, il est cuit. Mais... Il marqua une pause, tapotant son stylo sur le bureau. Mais pour bétonner le dossier, surtout concernant l'implication de votre sœur, il nous faut un aveu. Un lien direct. S'il dit devant témoin qu'il a agi seul et qu'il a utilisé votre sœur à son insu, ses avocats ne pourront jamais plaider la complicité de mademoiselle Gwenaël. On va l'obtenir, dis-je fermement. Comment ? On va lui donner ce qu'il veut. De l'argent. Ou du moins, l'espoir de l'argent. Le plan était simple mais risqué. Nous allions inviter mes parents au chalet le week-end suivant. Le prétexte, une découverte supplémentaire faite par les ouvriers. Un prétendu codicile au testament révélant l'existence d'un fonds de placement secret au Luxembourg, bloqué sous le nom de Gwenaël. Hervé, aveuglé par l'appât du gain, ne résisterait pas. Le reste de la semaine fut consacré à la mise en place. Yannick, se sentant coupable d'être le messager de cette tragédie, nous aida énormément. Il nous permit d'accéder au chalet jour et nuit. Avec l'accord du procureur, obtenu en urgence grâce à la gravité des faits, victimes vulnérables, nous fûmes autorisés à placer des dispositifs d'enregistrement. Gwenaël et moi avons passé le vendredi à installer des micro-caméras et des micros haute fidélité dans le salon du chalet. Une caméra était cachée dans un détecteur de fumée, une autre derrière une pile de livres sur l'étagère poussiéreuse. « Tu crois qu'il va venir ?» demanda Gwenaël en ajustant l'angle d'une caméra. « Pour 500 000 € fictifs ? » « Il viendrait à genoux, répondis-je. L'atmosphère dans le chalet était étrange. C'était le décor de nos Noëls d'enfance, l'endroit où nous avions ouvert nos cadeaux près de la cheminée. Maintenant, c'était un plateau de tournage pour une tragédie grecque. Je regardais le vieux canapé en velours où mon père avait l'habitude de faire la sieste et je ne ressentis que du dégoût.
Le samedi soir arriva. Le vent soufflait fort dehors, faisant craquer les volets. Une ambiance de film noir. La gendarmerie avait positionné une équipe d'intervention banalisée à quelques centaines de mètres, en bas du chemin Gosselin, et son adjoint était caché dans la cave du chalet, relié au micro par écouteur. Nous étions sur écoute, en direct. Vers 19h, les phares de la Mercedes de mon père balayèrent le salon. Ils sont là, chuchota Gwenaël. Je lui serrai la main. Ses doigts étaient glacés. Respire. Laisse-le parler. Fais l'idiote s'il le faut. C'est ce qu'il attend de toi. C'est sa faiblesse. La porte s'ouvrit. Hervé entra, suivi de Nadine. Il portait un manteau en cachemire et tenait une bouteille de vin rouge coûteuse. Il avait l'air triomphant. Alors ? Où sont ces fameux papiers ? Lança-t-il sans même dire bonsoir. J'espère que ça vaut le déplacement. Bonsoir papa, bonsoir maman, dis-je en essayant de contrôler le tremblement de ma voix. Asseyez-vous. On a ouvert une bouteille. Nadine semblait nerveuse. Elle regardait partout sauf nous. C'est lugubre ici avec ses travaux, se plaignit-elle. Hervé s'installa dans le fauteuil du bout de table, sa place de patriarche. Il se servit un verre de vin sans attendre. Bon, Morgane. Tu m'as dit au téléphone qu'il y avait un compte au Luxembourg ? Au nom de qui ? Je posai sur la table un faux document que j'avais fabriqué avec soin, un relevé bancaire avec un logo suisse flou et des chiffres astronomiques. C'est au nom de Gwenaël, dis-je. Mais il faut sa signature et la tienne, en tant que tuteur désigné dans l'Ancien Testament, pour débloquer les fonds. Il y a 500 000 €. Les yeux d'Hervé brillèrent d'une lueur avide. Il saisit le papier. Gwenaël. Évidemment. Maman a toujours tout compliqué. Il se tourna vers ma sœur, qui se tenait debout près de la cheminée, les bras croisés. Tu vois, Gwen ? Même morte, elle t'utilise comme boîte aux lettres. Heureusement que je suis là pour gérer ça. Tu ne saurais même pas remplir le formulaire de retrait. Pourquoi elle aurait mis ça à mon nom, papa ? Demanda Gwenaël d'une voix faussement naïve. Je n'ai jamais eu d'argent. Hervé but une gorgée de vin et sourit, un sourire de requin. Parce que c'est pratique, ma fille. C'est de l'optimisation fiscale. Tu ne peux pas comprendre. Allez, où est le stylo ? On signe, je vire ça sur mon compte de gestion, et je vous donnerai, disons, 1000 € chacune pour le dérangement. 1000 €. Il allait voler un demi-million, fictif, et nous donner des miettes. Le piège était en place. Il ne restait plus qu'à le faire parler de ses autres affaires. Le feu crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs dénudés du salon. La tension était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Hervé, obnubilé par le document falsifié devant lui, ne remarqua rien. Il tapotait le papier de son index manucuré. Allez, Gwenaël, signe-la. Ne me fais pas perdre mon temps. Gwenaël ne bougea pas. Elle fixait son père avec une intensité nouvelle. Avant de signer, papa, j'ai une question. Hervé leva les yeux au ciel, exaspéré. Quoi encore ? La banque m'a appelé la semaine dernière. Ils ont parlé d'un autre compte. Un compte où il y a eu beaucoup de mouvements. L'argent de Madame Delorme, l'argent de Monsieur Pivert. Des centaines de milliers d'euros. Tous à mon nom. L'atmosphère changea instantanément. Hervé se figea, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Nadine, assise à côté de lui, devint livide. De quoi tu parles ? Grommela-t-il, sa voix perdant soudain de son assurance mielleuse. Les banquiers racontent n'importe quoi. C'est des erreurs informatiques. Ce n'est pas une erreur, intervins-je. J'ai vu les relevés, papa. J'ai vu ta signature imitant celle de Gwen. J'ai vu les transferts vers tes comptes offshore. Hervé posa son verre violemment sur la table. Le vin éclaboussa la nappe blanche. Tu fouilles dans mes affaires maintenant, Morgane ? Tu te prends pour qui ? Je me prends pour la sœur de la fille que tu as escroquée, répondis-je calmement. Hervé se leva, le visage rouge de colère. Il ne jouait plus la comédie du père bienveillant. Le masque tombait. Escroqué ?
Tu appelles ça escroquer? J'ai nourri cette famille. J'ai payé vos études. J'ai payé cette maison. Il pointa un doigt accusateur vers Gwenaël. Et toi, petite ingrate. Tu devrais me remercier. Grâce à ton nom, j'ai pu faire fructifier des capitaux qui dormaient. Ces vieux gâteux ne savaient même pas quoi faire de leur argent. Je les fais circuler. C'est de l'économie. C'est du vol, papa, dit Gwenaël, la voix tremblante mais forte. Tu m'as mis des dettes sur le dos. Tu m'as empêché de vivre. Hervé éclata de rire, un rire cruel et déséquilibré. T'empêcher de vivre? Mais regarde-toi. Tu es une nullité, Gwenaël. Tu n'as aucune ambition, aucun talent. Si je n'avais pas utilisé ton identité, tu n'aurais servi à rien sur cette terre. J'ai donné un sens à ton existence médiocre, tu as servi de bouclier fiscal à ton père. C'est la seule chose que tu aies jamais réussi. Nadine posa une main sur le bras de son mari. Hervé, calme-toi, les filles ne comprennent pas. Tais-toi, Nadine. Hurla-t-il. Elles comprennent très bien. Elles sont juste jalouses. Elles veulent leur part du gâteau. Il se tourna vers moi, les yeux fous. C'est ça que vous voulez? Du chantage? Vous voulez combien pour fermer vos gueules? 10%? 20%? On ne veut pas ton argent sale, dis-je. On veut la vérité. Tu admets donc que c'est toi? Que Gwenaël ne savait rien? Que tu as imité ses signatures? Bien sûr que c'est moi. Qui d'autre? Elle. Cria-t-il en désignant Gwenaël avec dégoût. Elle ne sait même pas remplir un chèque. J'ai tout fait. J'ai monté les sociétés écrans, j'ai géré les flux, j'ai tout signé. C'est mon génie. Et personne ne pourra rien prouver, parce que légalement, c'est son nom sur les papiers. C'est elle qui tombera, pas moi. Je suis intouchable. Il avait avoué. Clair et net. Il venait de sceller son destin avec son arrogance. Tu penses vraiment que tu es intouchable, papa? Demandai-je doucement. Je le suis. Je suis Hervé Dubois. Et vous n'êtes rien sans moi. Il se rassit, satisfait, et but son verre d'un trait. Maintenant, signez ce papier pour le Luxembourg, où je vous jure que je vous déshérite toutes les deux et que je laisse Gwenaël se démerder avec les dettes que j'ai créées. Je peux en créer d'autres, tu sais? Je peux te ruiner pour de bon. Nadine pleurait silencieusement. Les filles, s'il vous plaît, faites ce qu'il dit. On est une famille. Je regardais ma mère avec une pitié infinie. Elle savait. Elle avait toujours su, et elle avait laissé faire. Elle avait sacrifié sa fille pour garder son confort et ses manteaux de fourrure. Elle était tout aussi coupable que lui. Je me levai lentement et regardai droit dans l'objectif de la caméra cachée dans la bibliothèque. Tu as raison, papa. Tu as tout fait tout seul. Merci de l'avoir confirmé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je me tournai vers la porte de la cuisine, qui menait au sous-sol. Capitaine Gosselin? C'est bon pour vous? Le temps sembla se suspendre. Hervé fronça les sourcils, ne comprenant pas à qui je m'adressais. Son regard passa de moi à la porte de la cuisine, un début d'inquiétude remplaçant son arrogance. Puis, la porte s'ouvrit à la volée. Le capitaine Gosselin entra, suivi de 3 gendarmes en uniforme. Leurs bottes claquèrent lourdement sur le parquet ancien. L'irruption de l'autorité dans ce salon familial créa un choc visuel violent. Hervé Dubois. Thomas Gosselin. Gendarmerie nationale. Mon père bondit de sa chaise, renversant celle-ci dans un fracas de bois. Il était livide, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un poisson hors de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Morgane? Vous êtes en état d'arrestation, monsieur, poursuivit le capitaine en s'avançant, les menottes à la main. Pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse sur personnes vulnérables, faux et usage de faux, usurpation d'identité et blanchiment d'argent. C'est une erreur. C'est un piège. Hurla Hervé en reculant vers la cheminée. Mes filles sont folles. Elles mentent. Nous avons tout entendu, monsieur Dubois, dit calmement Gosselin.
Tout a été enregistré. Vous venez d'avouer avoir utilisé l'identité de votre fille à son insu pour commettre ces crimes. Tournez-vous et mettez les mains dans le dos. Les gendarmes le saisirent. Pour la première fois de ma vie, je vis mon père physiquement dominé. Lui qui avait toujours été le colosse, le tyran domestique, semblait soudain petit, vieux et pathétique entre les deux officiers robustes. Quand le métal froid des menottes se referma sur ses poignets avec un cliquetis sec, un frisson me parcourut l'échine. Ce n'était pas de la peur. C'était un soulagement si puissant qu'il m'en donna le vertige. Nadine. Fais quelque chose. Appelle l'avocat. Cria-t-il à ma mère. Ma mère était prostrée sur sa chaise, les mains sur la bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Hervé, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir? Gémit-elle. Elle ne pensait pas aux victimes. Elle ne pensait pas à Gwenaël. Elle pensait à sa réputation, à son statut social qui venait de partir en fumée. Gwenaël s'approcha de son père. Il se débattait faiblement. Elle le regarda droit dans les yeux, à quelques centimètres de son visage. « Tu as dit que je n'étais rien, dit-elle doucement, mais assez fort pour que tout le monde entende. Tu as dit que je servais juste de bouclier. Eh bien, le bouclier vient de se briser, papa. Et maintenant, tu es à découvert. » Hervé la fixa, et je vis dans ses yeux une haine pure, non diluée. « Tu es une garce, Gwenaël. Une traîtresse. Je t'ai donné la vie. Et tu as essayé de me la reprendre petit à petit, répondit-elle. C'est fini. Les gendarmes l'entraînèrent vers la sortie. Il continuait de hurler des injures, menaçant de nous déshériter, de nous détruire, mais ses cris s'éloignèrent dans la nuit venteuse. Gosselin resta un instant avec nous. Madame Dubois, dit-il à ma mère. Vous allez devoir nous suivre aussi pour une déposition. Votre rôle dans cette affaire devra être éclairci. Nadine se leva, tremblante, s'appuyant sur la table pour ne pas tomber. Elle nous jeta un regard implorant. Les filles, comment avez-vous pu faire ça à votre père? À nous? On est une famille. Je ne ressentis aucune pitié. Une famille ne se vole pas, maman. Une famille ne détruit pas l'un des siens pour payer des vacances de luxe. Tu savais. Tu as profité de l'argent volé à Madame Delorme autant que lui. Tu es complice par ton silence. Elle éclata en sanglots et suivit le policier sans un mot de plus. La porte se referma. Le silence retomba sur le chalet. Seul le crépitement du feu subsistait. Gwenaël et moi étions seuls au milieu du salon dévasté. La chaise renversée, la tache de vin sur la nappe, les caméras cachées qui clignotaient encore. Mes jambes cédèrent et je m'assis sur le canapé. Gwenaël vint s'asseoir à côté de moi. Elle ne pleurait plus. Elle regardait ses mains, ses propres mains, comme si elle les redécouvrait. « C'est fini, dit-elle. »« Oui. C'est fini. Il ne pourra plus jamais utiliser mon nom. Plus jamais. » Nous restâmes là un long moment, écoutant le vent dehors, sachant que la tempête était passée. Nous avions perdu nos parents ce soir-là, mais nous nous étions retrouvés. Les mois qui suivirent furent un tourbillon juridique et médiatique. L'arrestation d'Hervé Dubois, notable respecté de la région, fit la une des journaux locaux, le banquier véreux et le secret du grenier. L'enquête révéla l'ampleur effrayante du système mis en place par mon père. Il n'y avait pas que Madame Delorme. Il y avait une douzaine de victimes, toutes âgées, isolées, vulnérables. Au total, il avait détourné près de 1,2 million d'euros sur 8 ans. Tout avait transité par les comptes fantômes ouverts au nom de Gwenaël. Le procès eut lieu 1 an après cette nuit fatidique au chalet. La salle d'audience de Clermont-Ferrand était comble. Je vis mon père dans le box des accusés. Il avait vieilli de 10 ans. Il avait perdu sa superbe, ses costumes sur mesure étaient remplacés par une chemise simple, et son teint était grisâtre. Mais son regard restait dur, sans remords. Ma mère, Nadine, avait échappé à la prison ferme en plaidant l'ignorance et la contrainte psychologique, mais elle avait écopé d'une lourde amende et d'une peine avec sursis. Elle ne vint pas au procès d'Hervé. Elle avait déménagé dans le sud, coupant les ponts avec tout le monde, fuyant la honte. Le moment le plus fort fut le témoignage de Gwenaël. Elle s'avança à la barre, la voix claire, le dos droit. « Monsieur le Président, dit-elle.
Mon père m'a volé mon identité, mais pire que ça, il m'a volé ma confiance en moi. Il m'a fait croire que j'étais incapable de gérer ma vie, alors qu'il me sabotait activement. Il a volé ces gens âgés en utilisant mon visage. Je ne demande pas vengeance, je demande justice. Pour Madame Delorme, pour ma grand-mère qui a eu le courage de laisser la vérité derrière elle, et pour moi. L'avocat de mon père tenta de plaider que Gwenaëlle était complice, qu'elle avait profité de l'argent. Mais les enregistrements audio du chalet étaient accablants. L'aveu d'Hervé, elle est une nullité, j'ai tout fait, résonna dans le tribunal comme le glas de sa défense. Le verdict tomba, 12 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des 2/3. Confiscation totale des biens pour rembourser les victimes. Quand les policiers lui passèrent les menottes pour l'emmener en détention, Hervé chercha mon regard. Je ne le détournai pas. Je le regardais fixement, sans haine, sans amour. Juste avec une froide indifférence. Il n'avait plus de pouvoir sur nous. Il n'était plus qu'un souvenir désagréable. La saisie des biens fut impitoyable. La maison de mes parents, leur voiture, leur compte, tout fut liquidé. Cela permit de rembourser presque intégralement les victimes. J'eus la satisfaction immense de voir Madame Delorme recevoir un chèque qui lui permettrait de finir ses jours dignement, avec des chocolats et de la laine autant qu'elle le voulait. Quant à Gwenaëlle, le jugement du tribunal reconnut officiellement son statut de victime d'usurpation d'identité. Les banques furent forcées d'effacer ses dettes et de nettoyer son dossier Banque de France. Le jour où elle reçut la lettre officielle confirmant que son fichage était levé, nous avons ouvert une bouteille de champagne, non pas au chalet, mais dans son petit appartement. À la liberté, dis-je en levant mon verre. À grand-mère Pierrette, répondit-elle. C'était grâce à elle. Grâce à ce coffre caché derrière une cloison, grâce à ce code, leur date de mariage, qu'elle avait choisi parce qu'elle savait que c'était la seule date que je n'oublierai jamais. Elle avait tout prévu. Elle avait sauvé sa petite fille depuis l'au-delà. 1 an après le procès, je retournai une dernière fois au chalet du Mont d'Or. La rénovation était terminée. La maison était magnifique, lumineuse, moderne, mais elle ne nous appartenait plus. Nous l'avions vendue. C'était Yannick, l'entrepreneur, qui l'avait rachetée. Il était tombé amoureux du lieu malgré son histoire sombre, et il avait promis d'en prendre soin. Je marchai une dernière fois dans le grenier. La niche où se trouvait le coffre avait été rebouchée, le mur repeint en blanc immaculé. Il n'y avait plus de traces du secret, plus de traces de la trahison. Gwenaëlle m'attendait en bas. Elle avait changé. Elle avait repris ses études pour devenir vétérinaire, son rêve de toujours qu'elle avait abandonné faute de moyens. Elle avait un nouveau compagnon, un homme gentil qui la traitait avec respect. Elle conduisait une voiture neuve, achetée avec un crédit qu'elle avait obtenu elle-même, à son propre nom. Nous nous assîmes sur le perron, regardant le soleil se coucher sur les montagnes d'Auvergne. « Tu penses à lui parfois » demanda-t-elle. « À papa ?»« Rarement. »« Et toi ?»« Parfois. » Je me demande comment on peut faire ça à ses enfants. C'est une maladie, Gwen. Le narcissisme, l'avidité. Il ne nous voyait pas comme des personnes, mais comme des extensions de lui-même. Des outils. Quand l'outil ne fonctionnait pas comme il voulait, ou quand il avait besoin de l'utiliser pour casser quelque chose, il le faisait. Ce n'était pas de ta faute. Jamais. Elle posa sa tête sur mon épaule. Merci, Morgane. De m'avoir cru. De ne pas avoir pris l'argent et de ne pas t'être tue. Je n'aurais jamais pu vivre avec ça. Grand-mère nous a donné la clé, mais c'est nous qui avons ouvert la porte. Nous avons coupé tout contact avec Nadine. Elle nous envoyait parfois des cartes postales larmoyantes à Noël, se posant en victime abandonnée, mais nous les jetions sans les lire. Nous avions compris une leçon essentielle, la famille n'est pas définie par l'ADN. La toxicité ne mérite pas la loyauté. Nous avions perdu une famille parfaite sur le papier, mais nous avions gagné une vie authentique. J'avais gagné une sœur que je ne connaissais pas vraiment, une femme forte, résiliente, capable de se relever après avoir été écrasée par celui qui devait la porter. Aujourd'hui, quand je regarde mon téléphone, je n'ai plus peur qu'il sonne. Je sais que quoi qu'il arrive, nous sommes libres. Le passé est enfermé dans un dossier de police, et l'avenir est une page blanche que nous écrivons nous-mêmes, avec nos propres signatures, authentiques et fières. Cette histoire est terminée, mais malheureusement, elle n'est pas unique.
La violence financière et la manipulation au sein des familles sont des réalités souvent cachées. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez ressenti de la satisfaction à voir Gwenaël reprendre sa liberté, mettez un j'aime à cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Si vous avez vécu une trahison familiale et que vous vous en êtes sorti, partagez votre espoir dans les commentaires. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre à briser ses chaînes. Merci d'avoir écouté.